Dans cette vidéo, nous allons définir la translation. Tout d'abord, un retour rapide sur des transformations que vous connaissez déjà. Si vous regardez ici cet arbre qui se reflète dans l'eau, imaginons que nous puissions plier la photo autour du bord de l'eau. L'arbre et son reflet se superposeraient exactement. On dit que notre photo est symétrique par rapport au bord de l'eau, ou encore que le bord de l'eau est l'axe de symétrie de notre photo. Comment trouver l'axe de symétrie? Eh bien, on prend un point, ici le point K, et son reflet, le point L. L'axe de symétrie est la médiatrice du segment KL. On peut également prendre le point I et le point J. L'axe de symétrie est également la médiatrice de mon segment IJ. Passons à la deuxième transformation que vous connaissez déjà, la symétrie centrale. On la voit ici apparaître sur cette carte du roi. L'épée, qui est ici à gauche, pointée vers le haut, se retrouve à droite, pointée vers le bas. Il y a donc un changement total d'orientation. Ce qui était à gauche arrive à droite. Ce qui était dirigé vers le haut se retrouve dirigé vers le bas. Géométriquement, que se passe-t-il? La pointe de mon épée en G arrive en F. Le bout de ma couronne ici en H arrive en I. Nous remarquons que les deux segments, GF d'une part, HI d'autre part, ont le même milieu, le point que j'ai matérialisé ici en blanc. La symétrie axiale, rappelez-vous, j'obtenais un axe de symétrie qui était médiatrice commune de tous les segments formés par un point et son image. La symétrie centrale maintenant, j'obtiens un point qui est le milieu commun de tous les segments formés par un point et leur image. Une deuxième manière de voir les choses est matérialisée ici sur la date 9 octobre 2016. Si vous faites un demi-tour, vous tournez votre tête d'un demi-tour ou vous tournez l'écran de votre ordinateur, vous rendrez compte que vous lirez également le 9 octobre 2016. Cette date est en fait symétrique par rapport au point matérialisé en rouge ici au centre. Bon, plutôt que de tourner la tête ou l'ordinateur, on peut imaginer que c'est la date qui tourne. Par exemple, mon point en blanc ici, je le fais tourner autour de mon centre en rouge et je vais arriver ici en bas du 9. Donc la symétrie centrale peut également être vue comme un demi-tour. On tourne d'un demi-tour. Cela nous amène à la rotation. La rotation, c'est le nom mathématique qui explique ce qu'on fait quand on tourne. On effectue une rotation. Vous connaissez probablement déjà le mot parce que vous avez dû le voir en mettant des images sur votre ordinateur. Et puis, tout le monde a déjà fait du vélo. La roue du vélo tourne autour de son axe. Géométriquement, un point D de la roue du vélo va tourner autour du point C. Si mon point D fait tout le tour, sa trajectoire est un cercle, il aura tourné d'un angle de 360 degrés. Mais il peut tourner juste un petit peu. S'il décrit simplement l'arc de cercle correspondant au secteur de disque en rouge, on peut se demander de quel angle il a tourné. Mais concentrons-nous sur... Ce qui nous intéresse maintenant est une nouvelle transformation qui s'appelle la translation. Vous avez ici deux images de translation. Dans le pavage de Monsieur Escher, les oiseaux en blanc sont tous images les uns des autres par translation. De la même manière, les oiseaux en noir sont images les uns les autres par translation. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun changement d'orientation chez ces oiseaux. Le bec qui était en haut sur un oiseau sera toujours en haut sur le suivant. La pointe de la queue qui était à gauche sur un oiseau sera toujours à gauche sur les suivants. Donc, une translation pourrait être décrite comme un mouvement de glissement sans aucun roulement. On ne tourne pas. Alors, j'ai conservé la photo des poissons pour la définition géométrique de la translation. J'ai placé des points aux extrémités des bouches des poissons.
Nous avons deux lignes de poissons. Sur la première ligne, le poisson à gauche se déplace et devient le poisson du milieu, puis le poisson à droite. Autrement dit, le point A devient le point B, et ensuite le point B devient le point E. Nous avons une deuxième ligne de poissons en dessous. Le poisson en haut à gauche coulisse pour arriver ici en bas. Le point A devient le point C. La trajectoire de mon point A est donc tout d'abord cette flèche ici de A vers B. Et puis dans la deuxième translation, la flèche de A vers C. Si je mets en évidence le mouvement qui est fait ensuite pour aller de B vers E, et puis le mouvement qui est fait pour aller de B vers D, j'obtiens finalement ce maillage ici avec mes flèches. J'ai mis en rouge les flèches qui étaient identiques à la flèche qui allait de A vers B. Elles traduisent toutes la même translation, le même glissement horizontal vers la droite de 5 carreaux. Et vous voyez apparaître une figure intéressante en géométrie que vous devez bien connaître depuis le collège. La figure ABDC qui traduit le fait que de A vers B, de C vers D, j'ai le même déplacement, la même translation. Cette figure est un parallélogramme. De la même manière, je pourrais dire, puisque de B vers D, j'ai la même translation que de E vers F, la figure BEFD est un parallélogramme. Nous obtenons ainsi la première définition de la translation. Une translation est définie en donnant un point et son image. Ici, je définis la translation qui transforme le point A en le point B. Si je veux connaître l'image du point C par cette même translation, je dois lui faire suivre la même trajectoire. J'obtiens le point D tel que ABDC est un parallélogramme. Attention, il s'agit bien de ABDC, pas ABCD. Il faudra vraiment faire attention à ça dans les exercices. Mais vous me direz que tracer des parallélogrammes comme ça tout le temps, ça va finir par alourdir la figure. Certes, finalement ce qui compte c'est la flèche. Comment caractériser notre flèche? Eh bien ici, la flèche qui définit le mouvement de translation du point A jusqu'au point B, elle est horizontale, c'est sa direction. Elle va de la gauche vers la droite, c'est son sens, et sur une distance de 3 carreaux, c'est sa longueur. Et vous voyez que si je prends mon point D, que je le fais glisser horizontalement vers la droite de 3 carreaux, j'obtiens le point C. Ces trois caractéristiques me permettent de définir mon mouvement de déplacement. Elles permettent de définir ma translation. Sauf que c'est un petit peu long, à chaque fois que l'on veut parler d'une transformation géométrique, de devoir écrire tout un texte pour dire c'est cette direction-là que je veux, c'est ce sens-là, c'est cette longueur. Et puis vous imaginez les directions, il n'y a pas que horizontale et verticale, il y a plein d'obliques. Par exemple ici, si je veux me déplacer de A jusqu'à D, je serais bien en peine de dire de quelle direction il s'agit. À moins de dire qu'il s'agit de la direction de la droite à D, du sens de A vers D, et de la distance égale à la longueur AD. Donc finalement c'est faisable, mais cela reste lourd. Ce qu'il nous faudrait, c'est un objet qui tient dans sa représentation ces trois caractéristiques-là. Mais cet objet, nous l'avons depuis le début, cet objet c'est la flèche. Cette flèche, mathématiquement, elle s'appelle un vecteur. Pourquoi vecteur? Parce que vecteur, c'est quelque chose qui transmet. Ici, le vecteur est l'objet qui transmet le mouvement. Un vecteur est défini par sa direction, mon vecteur U ici est horizontal, son sens de la gauche vers la droite, et sa longueur, ici mon vecteur U mesure 3 carreaux. Alors, cette image vient de GeoGebra. Mon vecteur U est écrit simplement en lettres minuscules. La vraie notation mathématique que vous devrez utiliser pour un vecteur, c'est certes une lettre minuscule, mais avec une petite flèche ici de notation par-dessus.
Je ne peux pas mettre cette flèche dans GeoGebra, mais vous devrez toujours l'écrire quand vous ferez une évaluation ou un exercice. Reprenons maintenant ma figure précédente. J'ai ma translation de vecteur U, le vecteur U étant défini comme un vecteur horizontal vers la droite de 3 carreaux. Donc, pour aller de A jusqu'à son image B, je prends ma flèche horizontale vers la droite de 3 carreaux. Je la pose d'origine A, son extrémité sera le point B. De la même manière pour le point D. Pour trouver son image, je vais tracer en partant de D une flèche horizontale qui va vers la droite de 3 carreaux. Cela me mène jusqu'au point C. Le point C est l'image du point D par la translation de vecteur U. Vous devrez savoir faire cela. Si on vous donne une figure, un vecteur de translation, c'est-à-dire une flèche, savoir obtenir l'image en construisant la même flèche à partir de chacun des points de la figure. Vous pouvez maintenant aller sur l'ENT. Je vous y ai préparé un quiz avec 6 questions rapides à faire pour voir si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Voici les sources de certaines des images que j'ai utilisées. Bon courage pour le quiz!